podcast anonyme 13e épisode et... La dernière partie Déjà du 13e, déjà, comme Oh le là temps là, file. ça passe vite, trop vite. Alors là, pour changer complètement par rapport à tes habitudes, quelque chose qui n'a rien à voir avec Donjons et Dragons, et ça m'étonne énormément. Mon petit poney RPG. Voilà. Mais j'en ai rêvé. J'ai une passion pour les licornes. Voilà. C'est vrai. Donc, d'ailleurs, on reconnaît bien le poney. Ah, c'est ça, voilà. le poney. Donc, bien évidemment, Dungeons and Dragons, Dragons, ouais. le monstre... Alors attends, alors moi j'y vais, je suis complètement perdu. Dungeons and Dragons, le Monster Vault, Nentir Vale et Donjons et Dragons 4ème édition. Mais où es-tu? Tu sors de ce corps. Alors, pourquoi spécialement le Monster Vault? Alors oui, en fait j'en avais un peu parlé dans l'épisode 12, j'avais glissé ça dans le Ptolus qu'on avait fait ensemble aussi, donc c'est bien qu'on soit aussi ensemble sur celui-là. Très chouette épisode d'ailleurs. Hyper fier. On a eu beaucoup de succès dessus, faut reconnaître, on a eu beaucoup de très bons retours. Mais c'est parce qu'on est excellent. Bon bref, arrêtons. Arrête. Voilà, donc le Ptolus c'était la concrétisation de l'univers en creux de DD3, le Val de Nantyr, donc The Nantire Vale, voilà, qui est sujet à de multiples menaces, des threats. Tu noteras l'accent toujours, hein. Just beautiful. Voilà. The Nantire Vale, c'est la même chose pour DD4, c'est-à-dire la concrétisation de l'univers en creux qui sous des règles de DD4, et le Monster Vault Threats to the Nantire Vale, c'est un objet éditorial assez fascinant. En règle générale, DD4, c'est une aventure éditoriale fascinante. Moi, je suis pas aussi fan que Franck de DD4. Je sais que lui, il pourrait la défendre, c'est un croisé de DD4. Moi, je trouve que c'est une édition qui a des mérites, c'est une édition qui a fait quelques gros plantages, mais elle avait vraiment eu des qualités, et elle a une aventure éditoriale assez géniale. Et au moment où Threats to the Nantire Vale sort, on va dire que les dés sont jetés, ils se sont plantés. Voilà, très concrètement, DD4 a réussi l'exploit de pas se vendre aussi bien qu'il l'aurait voulu, tout est relatif, c'est Donjons et Dragons, ça se vend bien, de pas se vendre aussi bien qu'il l'aurait voulu, de vexer tout le monde, de créer Pathfinder, donc en gros un concurrent qui vend le même jeu que vous avec votre vieille version et qui en vend plus, et de créer, enfin en tout cas d'accentuer le mouvement OSR, donc une bande de vieux qui disent que votre truc c'est vraiment pourri, qui préfèrent jouer comme il y a 30 ans. Donc ils ont tout loupé. Ils ont acté ce truc-là au moment où sort Threats to the Nantire Vale, et ils commencent à se dire, bon, on va penser à la suite, donc ça va devenir DD Next et DD5, hein, donc DD Next est dans la phase de playtest de DD5, et en attendant, ça c'est mon interprétation personnelle, mais je ne peux le comprendre comme ça, en attendant, les gens qui tiennent les cordons de la bourse leur dire, bon de toute façon c'est foutu, vous faites ce que vous voulez. Et c'est là où l'aventure des D4 devient géniale. D'accord. Et ils vont tenter plein de trucs, des formats complètement différents, ce qui fait qu'on se retrouve sur la fin de la gamme des D4 avec des suppléments, avec 4 tailles de suppléments différentes, un truc qui part dans tous les sens. Essentials, et tout voilà, comme ça. Les Essentials, tu sais pas trop ce que c'est, est-ce que c'est une tentative de revendre la carte, est-ce que c'est une 4.5 ? Personne n'est capable de le dire, tout le monde est capable de s'engueuler sur le sujet, mais personne n'est capable de dire ce que c'est. Mais le fait est qu'ils leur ont laissé une totale liberté créative, et ce qui va leur permettre de tester des trucs complètement fous, en tout cas d'un point de vue éditorial Donjons et Dragonique classique, et, à mon sens, pour le meilleur de l'édition. Et ils vont tenter notamment 2 suppléments, ce que j'appellerais des suppléments hybrides, donc Heroes of the Feywild, qui essayent d'être à la fois un supplément de background et un supplément de règles pour les joueurs, dans le même bouquin, c'est-à-dire vraiment... C'était un essential, je crois, non ? Ou pas ? Eh ben, tu viens de poser un des problèmes du truc, c'est-à-dire qu'à cette question, l'homme honnête répond parce qu'on ne sait pas trop. D'accord, ok. Voilà. Bon, ok. On sait pas. C'est un peu le même truc pour celui-là. D'accord. Et le Threats of the Nantire Vale, qui est à la fois donc, un supplément de contexte, pour détailler beaucoup plus le Val de Nantyr, et un bestiaire. Les mecs tentent un truc complètement mixte, et ça donne un excellent résultat, qui a ses défauts. Je sais qu'un de nos amis communs considère que c'est le meilleur bestiaire Medfan jamais sorti, le Val de Nantyr. Qui pense ça ?
Nous ne le nommerons pas, mais il se reconnaîtra tellement grand. C'est commence par Fra et ça finit par Hank ou pas? Pas du tout, ce n'est pas un des membres de l'équipe, Ah bon? c'est une de nos éminences grises. En tout cas, c'est vraiment un objet intéressant. Le principe de base, pourquoi c'est un texte hybride, c'est en fait de ne pas vous fournir un bestiaire, on va dire, classique, donc une succession de monstres avec un petit peu d'écologie par-dessus, mais de situer géographiquement, spatialement, chaque monstre dans le cadre du Val de Nantir, c'est-à-dire, on n'a pas une entrée dragon noir. Il y a Maurice, le dragon noir, je me souviens plus de son nom, c'est Shadowmere, donc on va l'appeler Maurice parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Maurice, le dragon noir, qui est une des deux plus grosses bêtes du setting et qui est celle qu'on trouve sur la couverture. Maurice. Donc Maurice, voilà. Maurice, le dragon noir, il est dans cette région. Il a ces plans-là, il a ces suivants-là, que vous l'aurez deviné habilement, qui sont les hommes lézards qui le vénèrent comme un dieu, etc. Et voilà ses objectifs plus ou moins à court et long terme. Et en fait, tout le bestiaire est articulé de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de monstres génériques, il n'y a que des monstres qui sont situés spatialement et, on va dire, historiquement, dans le cadre du Val de Nantir. D'accord, tous les monstres ont une raison en fait d'être là. Voilà. C'est pas gratuit, etc. Donc ça va au-delà même du bestiaire, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai l'impression qu'il faut le prendre à l'envers, c'est-à-dire qu'on a une région, et il y a le bestiaire qui va avec, et en fait, il y a des articulations, j'imagine. Tout à fait, donc ce sont en fait donc les menaces du Val de Nantir. D'accord. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on se retrouve justement, on nous a beaucoup repris sur ma tirade, mon cri de colère sur les 36 pages de dragons dans le bestiaire de DD5. Là, voilà, dans les menaces du Val de Nantir, il y a 4 dragons. Pas 4 races de dragons, il y a 4 dragons, ils ont chacun un nom, donc ils ne s'appellent pas vraiment Maurice et Jean-Édouard, hein, bien sûr. Il y a Régis aussi. Voilà, ils ont un vrai nom qui pète, mais que je n'ai pas réussi à mémoriser. Ils ont chacun un nom, ils ont des suivants, parce que ce sont des dragons, des créatures mythiques, donc en gros, il n'y a pas de dragon anonyme. Quand tu es un dragon, tu es quelque chose qui définit le territoire autour de toi, etc. Et ce sont tous des purs ressorts de scénario. Et tout le bestiaire est articulé de cette manière. Alors par contre, les limites de l'exercice, c'est qu'on se retrouve face à quelque chose qui est quand même un bestiaire. Or, donc, puisqu'on veut vous fournir un bestiaire dans un cadre spatial finalement assez restreint, parce que le Val de Nantir, c'est un petit truc. Ouais, c'est pas un monde, hein. C'est une petite région, etc. Voilà, c'est une petite région. Il y a un petit effet d'accumulation, c'est-à-dire que tu sens confusément que si ton voleur au retour de mission part pisser, il va se prendre une flèche, tu vois, genre, voilà. Il tombe sur Maurice. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plein de monstres, tu te demandes même comment les paysans du coin peuvent survivre, il y a vraiment trop de monstres. C'est facile à élaguer, ça, un petit peu, ou pas? Voilà, tu as tout de suite, on sent la bouteille. Hein. Non, c'est juste que on s'était pris des notes et puis on avait répété avant. Mais... c'est pour si je t'avais écrit ton texte. Non. En fait, effectivement, tu as mis le rôliste expérimenté saura utiliser ce catalogue pour ce qu'il est, à savoir, va se dire, sur les 60 et quelques menaces qui sont détaillées, je ne vais en prendre qu'une dizaine pour ma campagne si on veut que mon Val de Nantir ressemble à quelque chose, et non pas un No Man's Land avec des champignons atomiques partout, parce que même, comme évidemment, toutes ces menaces sont plus evil les unes que les autres, on se demande pourquoi elles se foutent pas sur la gueule, mais attendent patiemment que les PJ passent pour les dérouiller, ou pour se faire dérouiller par eux. Donc évidemment, il va falloir choisir, articuler autour de votre campagne quelle thématique vous voulez, et donc prendre les menaces qui vont avec. Ce qui est très intéressant là-dessus, c'est qu'on le sait, DD4 avait voulu rompre un peu avec l'échelle traditionnelle de DD. DD4 était sur 30 niveaux, donc 3 tranches de 10. Ce Monster Vault ne couvre que les 20 premiers, donc les 2 premiers tiers, en disant que voilà, de toute manière, le niveau épique, c'est dans les plans. Là, on n'est pas dans les plans, c'est très terrien comme setting. Moi, je trouve ça mieux, parce que ça revient à dire que sur un DD en 20 niveaux, on va s'arrêter au niveau 12 ou 14. Je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais moi, c'est vraiment... le spot que j'aime le plus, donc ça c'est très intéressant. Et comme il y a cette démarche de modularité qu'à mon avis le MJ doit faire, ce qui est très intéressant, c'est que selon le programme, le menu qu'il va choisir dans le Val de Nantir, il va avoir un Val de Nantir
soit low level, soit high level, selon les menaces qu'il va prendre, parce qu'il peut prendre un Val de Lentir pour ses persos de niveau 13, comme il peut faire un Val de Lentir pour ses persos de niveau 4, en piochant. D'accord. Donc ça, c'est très intéressant. Alors pourquoi je dis que c'est la concrétisation de l'univers de DD4, c'est que DD4 a été conçu selon le concept des Points of Light, donc les points de lumière, qui était un concept furieusement méta, qui était très intéressant, qui était de dire... donc c'est un jeu d'exploration, c'est un jeu, en gros, vous êtes dans un univers extrêmement sauvage, voire hostile, donc avec un passé extrêmement chargé, donc bien évidemment des ruines partout et des artefacts perdus et oubliés, en veux-tu, en voilà. Vous avez votre petite ville, et évidemment, dès que vous allez sortir, en gros, c'est l'inconnu, c'est le danger, et votre équipe va civiliser à grands coups d'épée bâtarde plus 3 cette région. Comme à chaque fois. Voilà, mais là où c'était méta, c'est que justement, à cause de ce concept de point of light dans un univers obscur, DD4 se permettait de ne pas donner trop de détails. Au fond, le Val de Lentir n'était qu'esquissé un peu partout dans le guide du maître. Il y avait la ville qui est au centre du Val de Lentir, qui avait 4 ou 5 pages, peut-être un peu plus, mais guère plus, et le Val de Lentir qui était expédié en 2 pages. Ensuite, mais c'était quand même un petit peu le point de départ, j'ai l'impression, à chaque fois. Mais ils ont vraiment voulu, dans le guide du maître de DD4, poser l'idée de la ville de départ des aventuriers. Donc c'était vraiment ça, mais le Val de Lentir était... Bon, on en revient toujours à ça, on ne devrait jamais quitter Omelette. Et c'était vraiment le point de départ. Donc, et dans toute la gamme, en gros, le Val de Lentir était esquissé par petits trucs. On vous mettait tel truc par-ci, mais il n'y a jamais eu de vision d'ensemble du Val. Ce qui s'en rapproche le plus, c'est ça. C'est en ce sens que c'est un supplément de contexte, parce qu'évidemment, chaque monstre, avec son explication, va définir un peu plus le setting. Et avec le guide du maître de DD4, plus ça, on avait vraiment... On a une bonne dose de Val de Lentir. Et ça permettait de jouer. Mais ce qui était intéressant avec le concept des points of light de DD4, et je reviens donc sur cet aspect méta, c'est que comme il y a énormément d'obscurité, tout est facilement phagocytable, soit pour le mettre dans le Val de Lentir, on peut récupérer un scénario Pathfinder ou en veux-tu en voilà et le mettre dans le Val de Lentir, ou à l'inverse, tout est facilement exportable, puisque finalement c'est très générique, et vous pouvez prendre n'importe quelle menace du Val de Lentir et la mettre dans Golarion, par exemple de Pathfinder, ou dans Greyhawk, ou dans les Royaumes oubliés. Donc il y a vraiment cette espèce de côté cyclique qui était vraiment très intéressant. Vous pouvez échanger... Tel quel, j'ai l'impression en fait d'entendre parler du starter set de DD5, tu sais, avec ce truc, cette région, enfin ça bouge un peu à droite à gauche, mais on reste toujours dans le même cadre. Parce que c'est un très petit terrain de jeu, et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est que tu parles de ça, parce que je lisais énormément pour préparer la critique du jeu, j'ai lu beaucoup de discussions. Il faut savoir que le Val de Lentir, donc... est un des univers qui est le plus réclamé par les joueurs pour faire un retour dans le D5. Les gens aimeraient bien qu'il y ait un vrai truc définitif sur le Val de Lentir qui sorte. Et il y a énormément de gens qui ont dit, parce que eux, les Royaumes oubliés, ça les fait chier, qu'ils allaient faire jouer... donc, redis-le-moi avec ton accent belge. Allez, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Faldanver dans le Val de Lentir. Et effectivement, ça ne pose absolument aucun problème, la portabilité est extrêmement simple. Je reviendrai juste sur 2 choses. C'est du DD4, donc du DD4, et je vais conclure là-dessus, ça veut dire des petites figurines tactiques. Vous n'y échapperez pas, donc il y en a plein. Moi, je les ai pas, je joue pas trop tactique, je joue pas à DD4. Oui, puis donc... puis pour revendre, c'est mieux. Parce qu'il vaut très cher maintenant. Voilà. Donc voilà, quelques petits plans quadrillés, bien sûr, pour vos rencontres tactiques, mais on ne le redira jamais assez, et c'est sûr, je vais conclure là-dessus, ça va faire très très plaisir à Franck, c'est un bestiaire DD4. Et un bestiaire DD4, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les meilleurs stat blocks jamais sortis de toutes les éditions de DD en termes de praticité. En fait. Tout est dans le stat block. Alors, c'est pour du combat tactique, donc c'est quand même des stat blocks, faut les lire, faut que le MJ réfléchisse un peu comment je vais jouer cette rencontre, mais c'est vrai que le fait de n'avoir à aucun moment besoin d'aller chercher un sort ou une capacité ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui aurait dû être repris, et quelque part, le bestiaire DD5 a été un pas en arrière là-dessus. C'est bien dommage. Donc voilà, donc je conclus pour dire que Threats to the Lentir Val, c'est bon, mangez-en. Il y a des défauts, c'est pas... vous n'allez pas vous prendre une énorme claque en le lisant, mais c'est vraiment un objet intéressant.
faut pouvoir jouer à des D4, sinon vous perdez quand même beaucoup de matos utiles à cause des stat blocks, mais c'est très représentatif de l'aventure éditoriale de DD4 et des choses qu'ils ont pu tenter sur la fin, et si vous vous intéressez à l'épopée donjon de 74 à nos jours, c'est vraiment un objet intéressant, comme Ptolus, c'est une petite pierre importante sur le chemin du game design de DD. D'accord, ok. Bah écoute, merci. Voilà. Ben, c'est parfait, nickel. Et donc on conclut là-dessus, hein, ce 13e épisode. Ce 13e épisode, bien sûr, on va conclure. On va vous donner rendez-vous pour le 14e, où cette fois-ci, JB ne parlera absolument pas de Donjons et Dragons. C'est mon challenge pour le 14e épisode, faire une critique sur autre chose que sur du donjon. Je sais pas trop comment je vais me débrouiller, mais je le ferai. Je le ferai pour vous. Voilà. Je vais parler de Tunnels and Trolls. Que je n'ai jamais lu, mais je suis sûr que je trouverai un truc à dire. Petit malin, va. Petit malin. Bon, eh ben écoute, parfait. On vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Hein. Soyez là quand même, hein. Soyez fidèles. Hein. Ce serait bien. Ça serait bien. Et puis, écoutez. Bonne lecture. Et puis, bon jeu.